Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être venus nombreux. Une petite remarque avant de commencer, veuillez s'il vous plaît penser à mettre vos téléphones portables en mode silencieux ou de les éteindre pour le confort de tous. Nous vous accueillons aujourd'hui dans le cadre d'un cycle de conférences, le cycle de conférences dédié à la forêt. Et donc aujourd'hui, nous avons une conférence qui s'intitule « Les druides gaulois d'après les sources grecques et latines ». Nous avons le plaisir donc, à cette occasion, d'accueillir à nouveau Christian Boudignon. Alors, je vais faire bref, il complétera ses besoins. Il est maître de conférences en grec ancien à l'Université d'Aix-Marseille. Il est donc enseignant, chercheur, conférencier, auteur, traducteur. Il se pique aussi parfois de mettre au point les éditions critiques pour les traductions. Il est déjà venu à plusieurs occasions, une fois il y a très longtemps pour les moines animaux, une autre fois sur une conférence sur l'Apocalypse, dernièrement sur Origène, et aujourd'hui, nous allons parler des druides gaulois, un sujet difficile, mais il n'est pas du genre à botter en touche. Donc nous aurons, comme vous le savez probablement, ceux qui sont habitués, le temps de la conférence, et ensuite je me baladerai avec le micro pour un petit échange sous forme de questions et de réponses. Merci à tous et à toutes, et je passe la parole à M. Boudignon. Alors bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux. Comme vous l'entendez, je suis spécialiste du christianisme grec et un spécialiste internationalement méconnu de druidologie. Je suis là comme un remplaçant. Vous savez, parfois les chefs d'orchestre tombent malades et on appelle les remplaçants, donc je joue dans la catégorie des remplaçants. Mais néanmoins, comme le sujet porte sur l'Antiquité et que les sources principales sur les druides sont écrites en grec et en latin, j'ai considéré que je pouvais vous faire cette conférence. Cette conférence aussi doit jongler entre deux impératifs un peu contradictoires. La première demande serait de tout vous dire sur les druides, mais je risque d'y passer plusieurs conférences. Les sources sont quand même nombreuses et si on veut les traiter les unes après les autres, on peut y passer plusieurs conférences. Donc je porterai mon propre regard sur les druides, évidemment, sans tout dire et sans tout analyser sur la question. Et puis, il fallait répondre à cette invitation de l'Alcazar de faire cette conférence sur les druides dans le cadre d'un cycle sur la forêt. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire la présente conférence en deux temps. Un premier temps sur la question des druides et un deuxième temps sur une forêt sacrée que vous n'imaginez pas. Enfin, ou que vous imaginez peut-être, mais elle est très connue, mais bon. Et donc, je commencerai par cette image qui est tirée d'un album d'Astérix sur la forêt des Carnutes, interdite aux non-druides. Je me sens d'ailleurs, comment dirais-je, moi-même frappé par cette interdiction. Peut-on parler des druides sans être druide ? Les druides avaient un enseignement secret qui était uniquement oral, donc on ne pouvait pas en parler sans être justement initié. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que cette image est tirée d'Astérix, album qui finalement a été inventé par Goscinny et Uderzo dans une culture où, à l'école, on lisait la guerre des Gaules. Et la guerre des Gaules est justement un des monuments de la littérature où apparaissent des réflexions surprenantes sur les druides. Et les réflexions de César ont suscité et suscitent encore beaucoup de débats. Et donc, voilà, je pars de ce fameux personnage de Panoramix,
le bien nommé, j'ai envie de dire, puisque panoramix signifie celui qui voit tout en grec, avec un jeu de mots pour faire rimer panoramix et Vercingétorix. Mais peut-être que Uderzo et Goscinny sont des prophètes et avaient une certaine conscience de ce qu'étaient les druides. Donc, les druides par les textes antiques. La première question, évidemment, que l'on va se poser et qui va nous occuper quelque temps, c'est la question sur le sens du mot druide. Qu'est-ce que veut dire le mot druide? Alors, je voudrais commencer par dire que les contacts que les anciens grecs et latins ont eus avec les druides datent de la colonisation grecque du sud de l'Italie. La première mention de druides apparaît vers 400 dans un texte pythagoricien du sud de l'Italie, la Grande Grèce comme on l'appelle, où on prétend que Pythagore aurait enseigné les druides ou que les druides auraient enseigné Pythagore. Donc premier contact en grec entre les Grecs et les Gaulois, même si la réalité de ces contacts est totalement imaginaire. Les Gaulois n'étaient pas en contact avec les gens d'Italie du Sud, puisqu'ils n'avaient pas encore conquis le nord de l'Italie. Le deuxième moment important, c'est l'arrivée d'un savant, un certain Posidonius, originaire d'Orient, un grec, venu à Marseille, très probablement, et là, il a rencontré les Marseillais et ce que les Marseillais lui ont dit des druides. Et donc, c'est par les Grecs d'abord que on a entendu parler des druides. La question se pose donc, que veut dire le mot druide? Avant de commencer à répondre à cette question, il faut préciser que druide est un mot gaulois. Or, cette langue est une langue dont on sait très peu de choses. C'est une énigme. On a quelques inscriptions, une cinquantaine, une centaine. On a les noms, comment dirais-je, de lieux gaulois. Et puis, on essaie à partir de ce très peu de choses de reconstituer la langue gauloise. On sait que c'est une langue qui s'inscrit donc dans le cadre des langues celtiques. Elle est apparentée aux Bretons, aux Gallois, à l'Irlandais. Et on sait que ces langues celtiques sont apparentées à la grande famille des langues indo-européennes, avec le grec, le latin, l'arménien, les langues germaniques, le balte, le sanskrit, les langues iraniennes, etc., etc. Or, il se trouve que, quand on parle de druide, et qu'on essaie de faire l'étymologie de ce mot, la première chose qui vient en tête, c'est le mot grec, drus, qui signifie le chêne. Alors, Émile Benveniste, génie linguistique, avec ses éclairs et ses failles, dans le vocabulaire des institutions indo-européennes, rappelle que donc, nous avons une racine en 3 lettres, D-R, U ou W, c'est la même lettre, dru, ou, si on la vocalise, dreu, qui peut même aller jusqu'à dreo si on ajoute une voyelle finale. Donc, dru ou dreu signifie, selon les premières études qui ont été faites de linguistique, à cause du sens qu'il a en grec, on a pensé, quand on a commencé à inventer au XIXe siècle
donc la science linguistique d'étude des langues apparentées qui sont indo-européennes, on a pensé que dru ou dreu signifiait le chêne. Mais, en fait, et Émile Benveniste le rappelle, on a une scolie, c'est-à-dire une note d'un savant sur un passage de la grande épopée homérique qui est l'Iliade, où il est dit « Les anciens appelaient tout arbre drus ». Les anciens appelaient tout arbre drus. Et en fait, on comprend ce que ça veut dire. En fait, c'est comme le mot pomme. Pomme en français désigne un fruit. Mais en latin, pomum signifie le fruit indéfini. Et les Français du Nord, ayant comme principal fruit la pomme, ont désigné finalement la pomme du nom du fruit par excellence. De la même façon, il est très probable que drus désigne le chêne parce que chez les Grecs, eh bien, c'est l'arbre par excellence à l'époque. Le pin n'était pas encore aussi développé qu'aujourd'hui. Donc le chêne, et c'est pareil aussi d'ailleurs en Provence, on a la même, comment dirais-je, végétation d'arbres. L'arbre principal dans l'Antiquité, c'est bien le chêne. On devrait dire les chênes puisqu'il y a plusieurs variétés. Donc drus, dru, dreu, plutôt que signifier chêne, devait signifier arbre. Donc, on avance dans le puzzle. Mais il se trouve que, en germanique, dru et dreu ont donné une racine, alors avec passage du D au T qui est habituel en germanique, une racine treu. Si vous connaissez l'allemand, vous savez que treu veut dire fidèle. Et donc, à la fin du XIXe siècle, on a un savant linguiste qui fait un magnifique livre enthousiasmant sur le chêne et la fidélité, avec un débat. Qu'est-ce qui est premier, l'œuf ou la poule, le chêne ou la fidélité? Alors, ce mot, vous le connaissez bien, si vous connaissez l'anglais, on le retrouve dans 3 mots anglais, trust, confiance, true, vrai, et truce, qui se dit trêve, et j'en profite pour dire que le mot français trêve vient lui-même du germain, troi, c'est ce à quoi on peut faire confiance. Trust, true, truce, 3 mots donc anglais, l'anglais est une langue germanique, mélangée avec du français, mais c'est une langue germanique, ces 3 mots vous montrent bien qu'on est dans un sens qui est le sens de ce sur quoi on peut compter, ce qui est fiable, la vérité en tant que chose sur laquelle on peut compter. Et puis, druide, donc la première partie, donc, je vous l'ai donnée. La deuxième partie, c'est, il n'y a pas beaucoup de débat là-dessus, weed, qui a pour sens basique, comme on le dit tous les jours quand on parle de vidéo, la vidéo, ça vient du latin video, je vois. En grec, vous avez l'aoriste eidon, j'ai vu, mais on peut avoir aussi un sens renforcé, c'est le parfait en grec, oida, j'ai tout vu, donc je sais. Et en sanskrit, vous avez le Veda, les écritures sacrées, qui signifient connaissance, science, et notamment la science sacrée. Donc, dru et weed, 2 parties de mots qui semblent assez bien analysables. Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, écrit « Les druides,
c'est le nom qu'ils donnent à leurs mages, n'ont rien de plus sacré que le gui et l'arbre qui le porte, pourvu que ce soit un chêne. Les druides, c'est le nom qu'ils donnent à leurs mages. Comment dirais-je ? Pline l'Ancien essaye de faire comprendre à un public quelle est la catégorie, finalement, dans laquelle il faut ranger les druides, les mages. Les mages, rappelons-le, c'est certes ceux qui vont donner la magie, les magiciens, mais c'est surtout, on les connaît dans l'Évangile, ceux qu'on appelle les rois mages, mais ce sont surtout, finalement, cette caste sacerdotale, ces prêtres savants de la Perse. D'accord ? Donc ici, Pline l'Ancien ne dit pas que ce sont des prêtres, il dit que ce sont des mages, parce que probablement il veut insister sur le savoir associé à leur fonction sacerdotale, leur fonction de prêtre. Les druides n'ont rien de plus sacré que le gui et l'arbre qui le porte, pourvu que ce soit un chêne. Donc on voit ici qu'on a une association passionnante qui nous est donnée par Pline entre les druides et le chêne. Et il ajoute, le chêne est déjà par lui-même l'arbre qu'ils choisissent pour les bois sacrés, et ils n'accomplissent aucune cérémonie religieuse sans son feuillage. Au point que l'étymologie de leur nom de druide pourrait passer pour... alors, je crois que je me suis trompé, c'est pas pour grec, c'est pour vrai. Mais ma langue a fourché, ou plutôt ma main a fourché, et j'ai écrit pour grec. Au point que l'étymologie de leur nom de druide pourrait passer pour vrai. Oui, mais pour vrai, pour les Grecs. C'est-à-dire que quand les Grecs entendent le nom druide, druides en grec, ils entendent un mot parfaitement identifiable pour des Grecs. Ça veut dire alors quelque chose comme celui qui est savant dans le chêne ou celui qui est lié au chêne. C'est le sens que cela a, druides, ou même en forme de chêne, si on veut aller jusqu'au bout, c'est celui qui est lié au chêne. C'est ce que les Grecs entendent. Et Pline l'Ancien, qui tire une très grande partie de son savoir des sources grecques, eh bien, nous dit ici, ben oui, l'étymologie grecque est une étymologie vraie. Druides, c'est bien celui qui s'occupe des chênes, le savant des chênes. Et donc, nous avons notre fameux Panoramix, dans le premier album de Goscinny et Uderzo, la serpe d'or, munie de sa serpe d'or, allant couper le gui, et je vais revenir sur le gui, la plante sacrée, qu'il va couper sur le chêne. Alors, il se trouve que le nom du chêne en gaulois, ou plutôt un des noms du chêne, puisqu'on a un deuxième nom du chêne, c'est le mot chêne en français. Le mot chêne en français ne vient pas du latin. Si vous connaissez le mot latin, ça se dit quercus, ou éventuellement robur, quercus qui existe d'ailleurs en gaulois. On parle de la forêt hercynienne. N'oublions pas que, à l'époque dont je parle, la Gaule est couverte de forêts. Nous sommes dans un monde où on a des petits îlots, comment dirais-je, parlons, disons, à l'époque romaine. La Gaule, à l'époque romaine, ce sont des petits îlots de, si vous les citez, au milieu d'immenses forêts. Et ce qui est vrai à l'époque romaine est évidemment encore plus vrai à l'époque ancienne, même si on vient de découvrir qu'il existe déjà à l'époque gauloise quelques villes, Béziers,
Saint-Blaise, à côté de Marseille, mais bon, c'est surtout une immense forêt. Or, il se trouve que donc, en gaulois, on a un mot pour dire le chêne, cassanus, qui a donné chêne en français, mais un autre mot, dervo, qui est la même racine que drus en grec, c'est l'arbre par excellence, le chêne. Sauf que, attention, on a la vocalisation et non pas la vocalisation u. Et vous avez un nom propre gaulois pour des femmes. On a 3 inscriptions trouvées en Hongrie. Derva. Derva, Sicinae, Filia, Anorum, Vingita, hic cita est, Keresques conjugi. Donc, belle inscription latine, avec, néanmoins, un nom gaulois, voire 3 noms gaulois, Derva, Sicina, Keresques. Derva, fille de Sicina, âgée de 20 ans, repose ici, est placée ici, Keresques à son épouse. La fin de l'inscription est manquante, mais vous avez donc bien l'attestation d'un nom gaulois, et donc on peut appeler une femme fleur, mais on peut appeler aussi chêne. C'est ce que les Gaulois faisaient, et ça prouve qu'ils avaient une affection particulière pour le chêne. Et vous avez Strabon, dans la géographie, au 1er siècle, décrit en Galatie, c'est-à-dire cette région conquise par les Galates, les Gaulois, en Turquie, aujourd'hui, il parle d'un sanctuaire qu'on appelle Drunéméton, qu'il appelle Drunéméton, qui veut simplement dire, si il faut donner au sens de dru le sens de chêne, le sanctuaire du chêne. Et vous avez en gaulois l'adjectif drutos, qui veut dire fort vigoureux, que vous employez quand vous dites la neige tombe dru. Et en ancien français, c'est intéressant, il est dru ou dru, c'est l'ami, mami, l'ancien provençal drut, amant, ami, et on a même la drurie en ancien français. Si vous lisez les chansons de gestes, vous verrez que cela signifie l'amitié, l'affection, l'amour, la tendresse, mais aussi la galanterie, le plaisir amoureux, l'intrigue amoureuse. Vous allez me dire quel rapport entre fort et vigoureux ? Eh bien, c'est qu'en fait, l'ami, c'est celui qui est fiable. D'accord ? C'est bien la même idée que l'on a en germanique, de treu, true. C'est quelqu'un sur lequel on peut compter, qui est vrai. Alors, le grand débat des scientifiques, des linguistes, c'est qu'est-ce qui est premier ? Est-ce que c'est donc l'œuf ou la poule ? Est-ce que c'est le chêne qui a induit la notion de fidélité, ou est-ce que, au contraire, c'est à cause de la notion de vrai, de fort, que l'on a inventé, qu'on a donné ce nom au chêne ? Et Émile Benveniste rappelle que le chêne est un arbre d'air spécifique. Les Indo-Européens, alors les Indo-Européens, c'est toujours un problème, disons, les peuples porteurs de langue indo-européenne, dont l'origine est aujourd'hui placée en Ukraine, au sud de l'Ukraine, les Indo-Européens n'ont pu le connaître, ce chêne, et le désigner d'un nom commun, car il n'existe pas partout. Il n'y a pas de nom de chêne en indo-iranien, et pour cause, c'est un arbre d'Europe centrale. Donc, c'est une erreur des premiers linguistes d'avoir pensé que drus veut dire chêne. Au mieux, cela veut dire arbre, et peut-être, tout simplement, cela veut marquer la fidélité, comme si le chêne était l'image de la fidélité. Et c'est donc à la fin du XIXe siècle que ce linguiste allemand Rudolf Thurneussen propose une nouvelle étymologie, où dru, il a remarqué cet emploi dans différents noms gaulois, dru signifierait plutôt très, beaucoup. Druide signifierait le très sage. Drunéméton signifierait non pas le temple du chêne, mais le grand temple.
Xavier Delamarre, qui est l'auteur du dictionnaire de la langue gauloise. Je vous invite tous, si vous voulez connaître le gaulois, à aller consulter ce dictionnaire qui est extraordinaire et que j'ai utilisé pour cette conférence. Et sceptique. Alors je suis gêné, si le grand spécialiste de la langue gauloise est sceptique, faut-il vraiment suivre cette étymologie ? Première réaction, dans la religion des Celtes, il écrit « Le chêne tient une assez grande place dans la magie des druides pour qu'on n'hésite pas à en reconnaître le nom dans le vieux composé druide. » Oui, mais ça suppose que dru signifie chêne. Hein, alors, c'est dervaux en gaulois. Donc, bon. Alors, vous allez me dire peut-être que c'est la forme, donc, la forme nue et non pas la forme étendue. Et dans le dictionnaire de la langue gauloise, il a changé son fusil d'épaule puisque cette fois-ci, prend en compte le sens d'arbre, mais il en vient à trouver que arbre, le connaisseur de l'arbre, c'est un peu court, et donc il en vient à penser que c'est le connaisseur de l'arbre-monde, arbre-monde qui joue un rôle important dans la mythologie celtique. Mais comme je ne connais pas la mythologie celtique, je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les druides ont une connaissance tout à fait particulière de la végétation, des arbres, et je donnerai l'exemple d'Embrun, chez nous, dans les Hautes-Alpes, qui signifie en gaulois « Eburodunum », la forteresse de l'If. L'If, qui est un arbre très intéressant, puisque avec ces petites boules rouges, vous pouvez vous empoisonner. Ce que ne manque pas de faire Catu Volcus, qui est le roi des Éburons. Alors je ne sais pas si les Éburons sont en rapport avec justement l'If. Il s'empoisonna avec de l'If, nous dit César dans la guerre des Gaules. Alors, de façon encore très surprenante, il y a un autre mot pour dire if, c'est le mot qui a donné le français if, c'est-à-dire iwos. Donc là encore, comme pour chêne, vous avez pour chêne kassanos et derwo, et pour l'if, vous avez eburos ou ivos. Pourquoi deux noms pour le même arbre ? Je ne sais pas, je pose la question. Je n'ai pas trouvé de solution dans le livre de Xavier Delamarre. Alors, Jean-Louis Bruneau, qui est le grand spécialiste des druides, qui a écrit un magnifique livre que je vous conseille, Les druides des philosophes chez les barbares, propose justement d'aller dans le sens que druide signifierait les très sages. Et pour lui, justement, il faut prendre en considération ce qu'écrit Diogène Laërce, qui au IIIe siècle après Jésus-Christ, dans une introduction sur la vie des philosophes, rappelle cette opinion selon laquelle ce sont les barbares qui ont inventé la philosophie. Et parmi ces barbares, deux sont très importants, les brahmanes de l'Inde et les druides. Les brahmanes qu'on appelle en grec brahmanes ou aussi gymnosophistes, c'est-à-dire les savants qui vivaient nus. Kai facitus men gymnosophistas, kai druidas, aenigmatodos apoptengomenus philosophesai, sebein theus, kai meden kakondran, kai andreian askein. Quant aux gymnosophistes et aux druides, on dit qu'en parlant par énigme, ils philosophaient. Et voici le contenu qui nous est donné de leur philosophie. Contenu qui est toujours d'actualité. Donc si vous voulez pratiquer la philosophie druide, voilà, vous avez le résumé. Sebein theus, kai meden kakon dran, kai andreian askein. Honorer les dieux, s'abstenir de tout mal, ne faire rien de mal, et
s'exercer à la bravoure, qui se dit en grec, ils ne sont pas féministes, la virilité. Virilité, courage, bravoure, c'est la même chose pour les Grecs, peu importe. Ici, il s'agit, c'est très intéressant, de pratiquer aussi donc, une forme de bravoure qui est, dans ce texte, dans l'esprit grec, liée au combat. Ne pas faire de mal, mais être un vaillant soldat, il n'y a pas de contradiction, visiblement, pour les druides, si du moins c'est le sens qu'il faut donner à ce texte. Là-dessus, on peut toujours évidemment discuter. Alors, ce qui est très intéressant, c'est cette thèse qui est défendue par Jean-Louis Bruno, thèse audacieuse, hypothèse sur laquelle on débat, de la naissance du druidisme. Les druides, pour lui, seraient apparus. Alors, il s'appuie sur l'archéologie, il s'appuie sur la fin des sépultures des grands seigneurs qui disparaissent au VIe siècle et au Ve siècle. Apparaissent de nouvelles sépultures collectives beaucoup plus humbles à ras de terre. Et il lit, alors il suggère beaucoup plus qu'il ne le dit, il suggère qu'il y a eu un changement de culture. Et ce changement de culture, suggère-t-il, plus qu'il ne le dit, serait justement l'arrivée d'une nouvelle caste, un nouveau groupe, qu'il compare comme les anciens aux pythagoriciens, mais on pourrait aussi les comparer à la réforme qui existe en Perse, justement, avec le zoroastrisme, avec Zoroastre, qui introduit une réforme de la religion perse. Il y aurait eu une réforme de la religion disons, celte, gauloise, réforme qui se lierait d'ailleurs par une interdiction de représenter les dieux. Et il remarque qu'à cette époque, on voit apparaître donc, dans l'art celtique des dessins d'une complexité géométrique passionnante. On est obligé d'utiliser l'ordinateur pour les reconstituer. Et puis, donc, il lit dans honorer les dieux, s'abstenir de tout mal, s'exercer à la bravoure, un savoir philosophique qui aurait conduit les druides, finalement, à prendre le pouvoir, au moins sur les idées, sur les esprits, et à devenir ces personnages qui sont décrits par les sources antiques comme finalement au-dessus des nobles, puisque dans une source antique, on nous dit que la civilisation gauloise, le peuple gaulois se divise en trois, les druides, les nobles et le peuple. Les druides, les chefs et le peuple, dit le texte. Alors, ce qui est toujours très intéressant aussi dans la thèse de Jean-Louis Bruno, c'est qu'il dit que à partir du IIe siècle, eh bien, cette domination druide disparaît. Ce ne sont plus les druides qui font la loi, les chefs ne les écoutent plus, les druides deviennent des druides vagabonds qui n'ont plus rien à faire de leur savoir. Et finalement, quand César nous parle des druides, ce serait plutôt le souvenir d'une gloire passée que l'appréciation d'un état de fait réel. Voilà. Je vous soumets ces réflexions de Jean-Louis Bruno, qui ne sont pas acceptées par tous les druidologues. Et surtout, il y a un point sur lequel Jean-Louis Bruno est très gêné. C'est la question du sacrifice humain. Alors, les sources latines parlent beaucoup des druides en disant qu'ils pratiquent le sacrifice humain. À tel point que Auguste d'abord, puis Claude ensuite, deux empereurs prennent établissent des lois qui interdisent aux Gaulois d'exercer des fonctions romaines tout en suivant
la religion, disons, celtique. Pourquoi? Parce que ce sont des sacrificateurs humains. Alors, la thèse de Jean-Louis Bruno, c'est que, de toute façon, les druides, au contraire, ont voulu libérer la religion celte des sacrifices humains et les ont remplacés par des sacrifices animaux. Et que les Romains, en bons colonisateurs, ont noirci le portrait de la civilisation gauloise en l'accusant de tous les maux. Vous voulez noyer votre chien, accusez-le de la rage. Vous voulez dominer les Gaulois, accusez-les de faire des sacrifices humains. Alors, soit dit en passant, cette histoire de sacrifice humain, ayant compulsé de nombreux livres sur les druides, on ne trouve pas beaucoup de mentions, sinon de ce sacrifice humain, sinon justement une histoire assez surprenante, un sacrifice humain qui a été retrouvé par hasard en 1984 en Angleterre, dans le Cheshire, je ne sais pas comment on dit, à Lindow Moss, le marais de Lindow, je ne sais pas comment dire, une histoire assez surprenante d'ailleurs, c'est un assassinat, ou plutôt une disparition. Un homme était soupçonné d'avoir assassiné sa femme et de l'avoir ensevelie dans les marais avoisinants. Les services de police se sont mis à chercher, on n'a pas trouvé la femme, mais on a trouvé alors c'est pas un squelette, mais un homme, disons, on va dire, un homme de 1m74 et 64 kg, si je me souviens bien, qui avait été tué rituellement, assommé, et ensuite égorgé, et enfin jeté dans la partie la plus profonde des marais. Et l'analyse montre que aussi on lui avait fait ingurgiter du gui, qui a pour propriété de calmer les états de stress, paraît-il. Donc, bon, il y a toute une analyse. Il y a un livre, d'ailleurs, qui a été fait par une archéologue spécialiste de la question sur l'homme de Lindow, Lindow Man, comme disent les Anglais. Vous pouvez vous le procurer si vous voulez. Il est peut-être à l'Alcazar, je ne sais pas, ou le traduire s'il n'est pas traduit. En tout cas, cela prouve que oui, les sacrifices humains ne sont pas, comment dirais-je, une fantaisie. Ce n'est pas un rêve. Il y en a eu un. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas parce qu'il y a eu un sacrifice humain que tous les Gaulois sacrifiaient des hommes. C'est pas ce que je dis. Mais vous imaginez bien que ici, c'est par un hasard des plus grands que l'on a réussi à trouver ce cadavre. Mais ça ne court pas les rues, évidemment. Donc, il faut reconsidérer, en tout cas, la position de Jean-Louis Bruno sur les sacrifices humains, et reconsidérer aussi, et c'est là que j'apporte, si vous voulez, ma connaissance de la littérature grecque et latine, la position des Latins et des Romains sur les Gaulois. C'est aller vite en besogne de dire que les druides, comment dirais-je, ont été victimes d'une campagne de persécution, qu'ils ont été victimes de la campagne de persécution de l'Empire romain. En fait, très probablement, il faut voir les choses différemment. À partir du moment où la Gaule a été conquise par les Romains, des phénomènes qui passaient totalement inaperçus sont devenus, en quelque sorte, manifestes aux anciens. Et ils se sont rendus compte que oui, c'est mon interprétation, ils pratiquaient à l'occasion des sacrifices humains. Vous allez me dire, on sait que les Gaulois mettaient des têtes d'ennemis qui étaient coupées et qui étaient mises sur les remparts. C'est attesté. Vous me direz, les ennemis, ce n'est pas des sacrifices humains, c'est quelque chose de différent. Non, là, il s'agit donc probablement de sacrifices humains. Deuxièmement, je doute que les empereurs
s'amusent à faire des textes de loi pour rien. En général, quand on fait un texte de loi, on le fait pour une raison précise. On ne s'amuse pas à faire des textes pour interdire la chasse aux griffons. S'il n'y a pas de griffons, on ne fait pas d'interdiction de la chasse aux griffons. Donc je soupçonne qu'il y a un fond de vérité. Vous allez me dire, est-ce que cela empêche que les druides aient été philosophes? Non. On peut très bien être philosophe et pratiquer des sacrifices humains. Simplement, ce n'est pas notre façon de faire. Mais ce n'est pas une bonne façon de faire scientifiquement que de lire les textes en mettant de côté ce que nous disent les textes. Il faut accepter aussi d'être surpris par les textes. Donc voilà. Vénérer les dieux, s'abstenir de mal et pratiquer la justice. Alors, l'archéologue, j'aurais aimé lire son livre, se lance dans une grande réflexion sur cet homme qui serait, mais je mets le conditionnel parce que je ne suis pas certain de ce qui est vrai absolument et ce qui est de l'ordre de la reconstruction hypothétique, serait un druide de haut rang qui aurait été sacrifié par les gens, donc les Celtes de Grande-Bretagne, justement parce qu'ils voulaient retrouver la faveur de leurs dieux et que ces fameux dieux les protègent de la menace que constituait l'Empire romain. Bon, voilà ce qu'elle dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est reconstruit? Je ne suis pas capable de vous dire. Moi, je décide de m'enfuir loin de cela, ou pas si loin, et d'aller dans un bois sacré à la Sainte-Baume. Et de lire un passage qui est assez peu connu, enfin qui est très connu par les druidologues, mais peu exploité, qui est le passage concernant le bois sacré de la Sainte-Baume, ou plus précisément du vallon de Saint-Pons. Alors vous avez une magnifique photo de la Sainte-Baume, de la forêt de la Sainte-Baume, et c'est Lucain, le poète romain, né à Cordoue en 39 après Jésus-Christ, qui donne, à l'époque de Néron, c'est-à-dire donc presque une centaine d'années après, la description de la forêt sacrée près de Marseille, il ne nous dit pas où, à propos du siège de Marseille par César en 49 avant Jésus-Christ. Vous savez, les Marseillais, gens pragmatiques, avaient pris le parti de Pompée, puisque c'était le parti de la légitimité romaine. L'usurpateur César leur a fait payer très cher leur fidélité, puisqu'on parle de fidélité, à Pompée, en faisant le siège de Marseille, qui nous est raconté en détail dans la guerre des Gaules, dans le Bellum Civile. Allez voir la guerre civile de César, c'est passionnant. On a eu une magnifique bataille navale du côté du Frioul, et il fallait construire les fortifications romaines pour bloquer la sortie des Gaulois, des Grecs de Marseille. Et pour cela, Lucain nous raconte comment César donne l'ordre d'abattre la forêt de la Sainte-Baume ou de Saint-Pons. Lucus erat longo numquam viulatus aevo. Il y avait un bois sacré qui, depuis un âge très reculé, n'avait jamais été profané. Il entourait de ses rameaux entrelacés un air ténébreux et des ombres glacées, impénétrables au soleil. Il n'est point occupé par les paons, habitants des campagnes, les sylvains maîtres des forêts ou les nymphes, mais par des sanctuaires des dieux aux rites barbares. Il y avait un bois sacré, très intéressant, Lucus, bois sacré. Ça existe aussi chez les Grecs, Alsos. Mais là, on est intéressé, on se dit, un bois sacré, c'est donc le signe justement de ce lien qui nous est dit
par Pline entre les druides et la forêt. Il y a une connaissance de l'arbre, selon la première étymologie, ou une grande connaissance qui ne dédaigne pas justement la connaissance de la végétation, pour des raisons, vous allez me dire, tout simplement médicales, mais pas seulement. Visiblement, ce bois sacré est un lieu, un sanctuaire des dieux. Donc on honore les dieux, on doit honorer les dieux dans ce bois sacré. Bon, ça n'empêche pas qu'il y avait des temples ailleurs, mais voilà, on a quelque chose ici de très intéressant. Lucain nous dit que ce ne sont pas évidemment les dieux de la mythologie, il en profite pour faire de la poésie, ni Pan, ni Sylvain, ni les nymphes, ce ne sont pas les dieux de la mythologie gréco-romaine, mais des dieux inconnus, aux rites barbares. Des autels sont dressés sur des tertres sinistres et tous les arbres sont purifiés par le sang humain. Alors évidemment, vous sentez l'exagération, mais est-ce seulement de la poésie ? Le problème est le suivant, c'est que Lucain écrit de la poésie, certes, mais il écrit en se fiant à des sources, probablement une source historique, qui lui donne des informations très précises. On verra plus loin, il nous est dit que la précédente guerre n'avait pas entamé l'intégrité du lieu, de la forêt. La précédente guerre, de quelle guerre s'agit-il ? Il s'agit d'une guerre totalement inconnue, presque jamais mentionnée, sinon au détour d'un passage, une guerre en 90 avant Jésus-Christ, lorsque donc les Gaulois, les Saliens, s'étaient révoltés contre Rome. Et les Romains étaient intervenus. Donc, bon, on est là dans des sources fiables, d'une certaine façon, mais qui sont rendues poétiques. Évidemment, tous les arbres sont purifiés par le sang humain. On a un peu l'impression qu'il s'agit d'une exagération. Mais, après tout, s'il faut en croire l'Antiquité, vous voyez, quand un poète écrit « s'il faut en croire l'Antiquité », c'est qu'il s'appuie sur une source ancienne. Alors, Poséidon peut-être, Posidonios, pardon. S'il faut en croire l'Antiquité admiratrice des êtres célestes, les oiseaux craignent de percher sur les branches de ce bois et les bêtes sauvages de coucher dans les repères. Le vent ne s'abat pas sur les futaies, ni la foudre qui jaillit des sombres nuages. Ces arbres, qui ne présentent leur feuillage à aucune brise, inspirent une horreur qui n'appartient qu'à eux. Alors là, il faut dire que, c'est de la poésie, mais qui correspond aussi à ce qu'on trouve chez un contemporain, Sénèque, le philosophe, qui, dans une belle lettre sur la prière, parle de l'émotion que l'on peut concevoir quand on voit justement ces arbres qui couvrent le jour, tellement ils sont denses, et les frondaisons qui se rejoignent. Il y a une émotion religieuse qui est ressentie par les Romains et qui probablement, si on peut tirer quelque chose de ces textes, était ressentie par les Grecs. Une eau abondante tombe des noires fontaines. C'est une des raisons pour laquelle le grand archéologue Camille Jullian a placé ce texte dans la Sainte-Baume, du côté donc, de l'abbaye de Saint-Pons, là où vous avez les fameuses fontaines, les fameuses cascades. Les mornes statues des dieux sont sans art et se dressent informes sur des troncs. Sur des troncs non sculptés. Ici, il s'agit encore de cette innovation du druidisme, selon Jean-Louis Bruno, qui fait que les statues des dieux ne sont pas figurées. Elles sont aniconiques. Et donc, il y a ici, alors pour un latin, quelque chose d'effroyable.
La moisissure même et la pâleur qui apparaît sur les chênes pourris frappent de stupeur. Il est question de chênes, robures. Ce que l'on craint ainsi, ce ne sont pas les divinités dont une tradition sacrée a vulgarisé les traits, c'est-à-dire la tradition gréco-romaine, tant ajoute aux terreurs de ne pas connaître les dieux qu'on redoute. Ici, les arbres, finalement, et les statues informes, eh bien, créent une ambiance qui est une ambiance religieuse alors en grec on dirait thambos, finalement de stupéfaction, d'étonnement, qui est propice justement au divin. Mais vous remarquez que l'ambiance qui est décrite dans tout ce passage est volontairement sinistre, lugubre, on a envie de dire. Déjà la renommée, encore une référence à une source, rapportait que des tremblements de terre faisaient mugir le fond des grottes. Ah, tiens, la Sainte Baume en provençal, Baume, c'est la caverne. Que des ifs, ah, encore des ifs, courbés se redressaient, que les bois, sans brûler, brillaient de la lueur des incendies, que des dragons, enlaçant les chênes, rampaient ça et là. Alors là, c'est le sommet de la mythologie, les dragons qui entourent les chênes. Mais vous voyez aussi, on est dans la mythologie, quelque part, dans la peur que suscite finalement ce bois, et dans tout ce qu'on imagine. On pense évidemment aux dragons des chansons de gestes médiévales, on pense aussi aux dragons de la Toison d'Or. Dragon veut dire en grec serpent. On peut aussi tout simplement penser à des serpents. Les peuples n'en approchent pas pour rendre leur culte sur place, ils l'ont cédé aux dieux. Que Phébus soit au milieu de sa course, ou qu'une nuit sombre occupe le ciel, le prêtre lui-même en redoute l'accès et craint de surprendre le maître de ses bois. Le prêtre. Le druide a une fonction de prêtre. Il préside au sacrifice. Il y a un autre mot pour dire druguater, pour dire prêtre. On ne sait pas trop la différence, mais enfin, on peut imaginer que ici, le prêtre, c'est bien le druide qui, lui seul, a le droit de rentrer dans la forêt. C'est ce que nous disaient, Uderzo et Goscinny quand ils écrivaient Les Carnutes, forêt interdite aux non-druides. Cette forêt, César ordonne d'y porter le fer et de l'abattre, car voisine des travaux et intacte de la guerre précédente, elle se tenait très épaisse au milieu des monts dénudés. Les Gaulois ne veulent pas attaquer la forêt. Il faut que César prenne la hache et aille lui-même couper le premier arbre en disant « tout le néfaste, toute la malédiction retombera sur moi ». Pour finir, en irlandais, donc plus tardivement, druid signifie simplement sorcier. Est-ce que c'est la dégradation, justement, du savoir des druides en une simple sorcellerie, comme le pense Jean-Luc Bruno? En tout cas, je vous invite à lire ce livre, et je finirai par Panoramix, qui a retrouvé la recette de qui a retrouvé la marmite d'or qu'il a gagnée. Et en fait, la recette est cachée sous le pied du cheval, la patte droite du cheval. Donc si vous arrivez à lire la patte droite du cheval, vous avez la recette de la potion magique. Je vous remercie beaucoup. Merci pour cet exposé. On a appris beaucoup de choses. Alors, pour ceux qui le souhaitent... Pardon ? Tu vas laisser les gens sortir, c'est ça ? Si vous voulez, on a un petit temps d'échange, là, maintenant, oui. Pour ceux qui le souhaitent. Alors, je vous donne quelques petites règles. Je vais passer parmi vous avec le micro, comme ça, on pourra vous entendre de façon intelligible. Et puis, essayer donc de poser des questions assez concises, comme ça, chacun pourra participer. Donc, vous levez la main, vous manifestez, et moi, je viens vers vous. Merci.
Oui, pardon. Vous deviez nous parler du gui qui est très employé par les. Eh ben oui, le gui, c'est à cause donc de comment dirais-je, son utilisation comme calmant pour ce sacrifice humain. Alors qu'on a mis en rapport aussi avec un autre une situation un peu similaire dans un marais danois où on avait fait ingurgiter une sorte de gâteau sacré plein d'herbes qui a été retrouvé donc dans le cadavre au Danemark. Donc est-ce que c'est la même Et donc l'idée c'est que il y avait une préparation comment dirais-je, il y avait une préparation du cadavre, de celui du sacrifié, hein, qui rentre donc dans une logique, si vous voulez, chamanique, on a envie de dire. Hein, et tout ça conduit à renforcer l'idée qu'il s'agit vraiment d'un sacrifice. D'accord. Donc voilà ce que je voulais dire sur le gui. Après. Oui, bien sûr, mais ça, vous le savez déjà, je ne vous l'apprends pas. Donc, bon, je dis les choses nouvelles, sinon les choses que vous connaissez tous. Évidemment, le gui, il pousse sur le chêne, le gui a cette image d'éternité. Donc, voilà, bien sûr, mais ça, vous le savez déjà, je n'ai pas besoin de le dire. Oui, ce cadavre-là qui a été retrouvé dans le Cheshire, hein, ça a été daté ? Oui, 1er siècle avant Jésus-Christ. Ah. Merci. 1er siècle avant Jésus-Christ, voilà, il y a 2000 ans. Des questions, manifestez-vous, levez la main. Alors, le monsieur là, qui a la main, et après je viens vers vous, madame. Oui, donc 1er siècle avant Jésus-Christ, donc c'est ça, à l'époque où, comment dirais-je, le druidisme, selon Jean-Louis Bruno, aurait perdu son influence. Mais bon, voilà, enfin, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que Jean-Louis Bruno a envie de dire, mais tout ça, ce sont des choses que les druides ont ignorées, ont détruites, ont remplacées par des sacrifices humains, par des sacrifices animaux. Mais non, au 1er siècle, en Angleterre, on a ça. Donc, et n'oubliez pas que César dit que finalement la philosophie des druides, la religion druide viendrait de Bretagne, c'est-à-dire de Grande-Bretagne. Alors, débat, bon. Bonsoir, monsieur. Quel était le rapport de ces magiciens, prêtres, de ces druides avec les communautés dans lesquelles ils étaient ? Bonne question, merci de me l'avoir posée. Donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est que justement, les druides, hein, c'est ce que nous dit César, et il a une vision assez particulière justement des druides, une vision qui est en plus corroborée par le contact, parce qu'il est en contact avec certains druides, notamment un certain Diviciaque, qui était en contact avec Cicéron, et qui était le frère du roi des Éduins, qui a joué un rôle très important. Donc, ce que nous dit César, par exemple, c'est que dans la forêt des Carnutes, au centre de la Gaule, on ne sait pas où c'est, il y avait des réunions de druides qui prenaient des décisions concernant la politique, en quelque sorte, des tribus gauloises. Donc il y avait une sorte de confédération, donc ils ont un rôle politique. Hein. Ils pouvaient aussi frapper d'anathème, puisque quelqu'un qui était jugé coupable et qui était anathématisé par les druides ne pouvait plus participer au sacrifice et était exclu de la société. On comprend qu'ils nomment les rois, ou qu'ils avalisent, si vous voulez, la nomination des rois. Donc il y a un pouvoir politique considérable qui est reconnu aux druides. Simplement, si vous voulez, ce que Jean-Louis Bruno dit, c'est que ce Diviciaque,
qui est un druide qui joue un rôle d'ailleurs assez trouble puisqu'il est allié des Romains, semble... voilà, on a l'impression que voilà, les Gaulois ne fonctionnent plus avec l'autorité des druides, à l'époque de César en tout cas, qui est le grand moment où l'on... Alors c'est problématique puisque c'est le grand moment où on a des renseignements sur les druides. Donc si vous mettez en doute... bon, et donc certains savants remettent en cause cette idée-là, en disant pourquoi vous parlez d'un déclin des druides. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les druides, on n'en a plus de traces dans l'Antiquité, si vous voulez, après le IIe siècle. Donc, est-ce que c'est que ça les intéresse plus? Est-ce que c'est qu'ils ont disparu? Voilà. On a des traces dans les vies de saints irlandaises, mais sous forme justement de simples sorciers. Et il y a aussi des mentions de druides. Donc à la fin de l'Antiquité, on parle de druides. Donc voilà. Est-ce que c'est signé? Est-ce que c'est le signe d'une décadence parce qu'il y a eu des femmes qui sont devenues druides? La question que je ne devais pas poser. Hein. Oh, que c'est sexiste comme pensée. Hein. Oui, bonsoir monsieur et merci pour votre conférence déjà. Mais bien que ça soit postérieur, le christianisme, est-ce qu'il a... Le premier christianisme, est-ce qu'il y a eu dans les écrits grecs en tout cas quelques notions d'interrelation ou peut-être une relation possible avec ce monde druidique? Oui, alors donc les pères de l'Église, Clément d'Alexandrie, citent en fait des sources. Mais bon, c'est des Grecs qui vivent à Alexandrie. Il ne connaît pas bien le monde gaulois. Il cite les sources qu'il a où les druides apparaissent comme l'équivalent des autres grands sages barbares. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils en pensaient. Est-ce que pour lui, les druides existent encore ou toujours ou plus? Bon, en Irlande, les chrétiens lutteront contre la religion populaire, ça oui. Donc, alors, pour ce qui est de la Gaule, visiblement, on a quand même ce mouvement gallo-romain qui fait que on a l'impression que oui, il y a un déclin de la religion à proprement parler gauloise au profit finalement de la religion, comment dirais-je, de la religion gréco-romaine, enfin romaine. Et donc, ce que l'on voit dans les textes, autant que je le sache, côté latin, c'est plutôt la rencontre entre si vous voulez, le christianisme et la religion romaine. Alors vous allez me dire en même temps, il faudrait affiner parce que très probablement il y a eu des synthèses. En tout cas, les noms de nos villes sont des noms des tribus gauloises. Parisii, Namnet, Cavaillon et d'autres. On pourrait en donner, sans parler des noms gaulois. Briançon, Bregantium, La Sols. La Sols, ça veut dire Salicas, le sol. Donc voilà, vous avez toute une... oui, voilà, donc pour dire... en Irlande, il y a eu un contact entre le christianisme et la religion druide, enfin, ce qu'il en restait. Apparemment, en Gaule, je ne suis pas spécialiste de la question, mais je ne l'ai pas vu. Oui, merci. Effectivement, les druides, chaque tribu gauloise avait son chef et avait son ou ses druides.
Et les druides avaient une influence certainement politique, mais également spirituelle. Oui. Ils étaient consultés aussi en médecine, et il y a eu peut-être une rivalité entre la médecine grecque dont on a hérité, et c'est peut-être ce qui a pu expliquer le déclin de la spiritualité druidique par rapport à la chrétienne qui est montée. Je ne sais pas. Alors, vous parlez effectivement, hein, donc je vous ai dit, il y a beaucoup de choses à dire sur les druides, il faudrait plusieurs conférences, hein, mais donc les druides philosophaient par énigme, donc refusaient l'écriture, hein, il fallait un très long apprentissage, presque 20 ans, pour devenir druide. Vous avez donc effectivement, et ils enseignent des théories métaphysiques. La question, par exemple, de la réincarnation. Selon César, les druides croient en la réincarnation, enseignent la réincarnation. Et d'ailleurs, c'est un problème pour César parce que finalement, les Gaulois n'ont pas peur de la mort. Et donc, ils sont très vaillants au combat. Hein, et effectivement, les Gaulois ont été utilisés par les Grecs. Par exemple, à Syracuse, le tyran de Syracuse a fait venir des Gaulois et les a même prêtés pour une guerre des Spartiates à Corinthe. Hein, et il avait très intelligemment fait refaire l'armement, il avait fait faire par ses propres ferronniers, forgerons, l'armement gaulois. Et il voulait que les Gaulois continuent de pratiquer leur propre spiritualité du combat. Hein. Et là aussi, quand je parle être brave, il y a sans doute une spiritualité. Oui, je n'ai pas pu le développer, il y a toute une spiritualité, une cosmologie, une connaissance des étoiles, une connaissance du monde, des calendriers. On a retrouvé des calendriers, calendriers très intéressants parce qu'ils sont liés justement à l'astronomie. Donc oui, effectivement, il y a tout un savoir. Moi, je me suis concentré sur le savoir, si vous voulez, lié à cette forêt, lié à l'arbre. Mais alors après, effectivement, votre question est très intéressante aussi, puisque la question, c'est... L'idée de Jean-Louis Bruno, c'est que, qui est très fine, hein, c'est de dire que, mais peut-être que justement, les druides ont bénéficié du contact avec les Marseillais, qu'il y a eu un échange qui est allé dans les deux sens, hein, mais que finalement, on retrouve, vous savez, à Vix, là où il y a de l'étain, le fameux cratère de Vix, qui était un cratère grec, on retrouve partout comment dirais-je, des vestiges grecs. Et donc peut-être qu'en plus de ces échanges commerciaux, il y a eu des échanges philosophiques et peut-être que justement les druides ont profité de cette connaissance qui crée d'un coup une supériorité par rapport au reste de la population pour asseoir leur pouvoir. Et effectivement, la romanisation, à mon avis, plus que le christianisme, a tué cette supériorité, puisque désormais, le pouvoir, il était aux mains des Romains, et puis ils avaient allé à Glanum, voyez les bains qui ont été faits à l'époque romaine, façon de dire, voyez, la civilisation, c'est l'eau, c'est la propreté, c'est la sociabilité autour des bains, et c'est très agréable, la vie romaine où l'on passe son temps à aller discuter auprès du bain. Et pareil pour beaucoup d'autres choses, les routes qui sont... Alors, les routes, les Gaulois, si César a pu conquérir la Gaule, c'est qu'il y avait déjà des routes. Sinon, et voyez, il a conquis la Gaule, il n'a pas réussi à conquérir la Germanie, parce que la Gaule était beaucoup plus avancée que la Germanie. Donc on revoit vraiment la vision, on a une nouvelle vision maintenant de la Gaule qui était beaucoup plus avancée que ce qu'on imagine. Mais les Gaulois, les Romains ont développé davantage, et c'est cette urbanisation, très probablement, qui a
et cette internationalisation aussi, puisque c'était un empire qui n'était pas limité à une petite zone, mais qui s'étendait sur l'ensemble de la Méditerranée, qui a dû fasciner les élites gauloises et conduire à finalement une nouvelle civilisation, la civilisation gallo-romaine, la civilisation romaine. Oui, moi, peut-être que ma question déborde un peu, mais par rapport aux sources, vous citez beaucoup César, on cite souvent les Romains ou les historiens romains qui ont raconté par exemple l'histoire de Marseille ou l'histoire de la Gaule. Et Marseille est né quand même, les Phocéens sont arrivés à 600 avant Jésus-Christ. On n'a quasiment eu aucune trace écrite en grec de l'histoire de Marseille et donc des relations avec les autochtones, les Saliens et les Druides, etc. Avant les textes des Romains, finalement, très peu. Pourquoi ça? Alors, vous avez, bien sûr, vous avez la légende de Rome, la légende de Marseille, et comment dirais-je, vous avez la Constitution des Marseillais, écrite donc par Aristote ou un disciple d'Aristote, qui nous est donnée en grec dans une source tardive, et qui nous raconte l'histoire de Protis et de Gyptis, qui est alors bon, les noms sont différents, c'est plus Protis et Gyptis, mais c'est à peu près la même histoire, hein. Donc par contre c'est Trogue-Pompée, alors c'est Justin dans l'abrégé de l'histoire, d'une histoire plus ancienne, qui nous donne en latin, ou c'est l'inverse, Trogue-Pompée qui a abrégé Justin, je ne sais plus dans quel sens ça fonctionne. En tout cas, c'est une source en latin qui est écrite par un voconte, un gallo-romain, donc, et qui raconte, on a, comment dirais-je, 4-5 récits très intéressants, des relations conflictuelles et amicales entre Gaulois et Marseillais, avec la découverte qui a été faite par M. Chaussery-Lapré, archéologue à Saint-Blaise, que Saint-Blaise était une grande ville gauloise qui était antérieure à Marseille. Donc voilà, donc il y a eu... Alors bon, Marseille n'est pas très ouverte aux Gaulois, mais quand même, hein, on a l'impression que... Bon, c'est assez surprenant, parce que la légende est une légende d'ouverture, de mariage heureuse, et puis après c'est la guerre, et... Alors voilà, on est un peu surpris... Voilà, c'est pas clair. La relation entre entre les Gaulois et Marseille, on a l'impression que c'est un peu amour-haine. On apprend par exemple, c'est ce que dit Jean-Louis Bruno à propos de Posidonios, que semble-t-il, les Gaulois des alentours de Marseille étaient appelés donc Keltoi en grec, les Celtes, tandis que les Gaulois plus lointains étaient appelés Galatoi, donc Galates. Les Grecs hésitent sur le nom, hein, des Gaulois, tantôt ils les appellent bien souvent Galatoi. Il est question des Ségobriges, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que apparemment, donc, les Marseillais distinguaient entre les Gaulois civilisés, hein, un peu accoutumés au contact, et puis ceux qui étaient vraiment restés dans leur, je sais pas comment, galatude. Donc voilà, qui sont vraiment les Gaulois pur jus, et puis on a du mal à contacter avec eux. Mais cela dit, les Marseillais allaient jusqu'en Cornouailles pour l'étain, donc ils étaient en contact, hein, on le sait ça, et on le voit. Donc il y avait des contacts, c'est sûr. Bonjour monsieur. Il y a une quarantaine d'années, j'ai vécu 2-3 ans en Bretagne, et un jour j'ai assisté à un festival de musique celtique, et j'ai eu la surprise d'apprendre que sur scène, l'un des musiciens, qui était harpiste je crois, était druide,
Et à côté de lui, il y avait un autre musicien qui se présentait comme barde. Et donc moi j'étais évidemment très surpris parce que je n'avais entendu parler des druides et des bardes que par Astérix. Mais mes amis bretons autour de moi n'avaient pas l'air d'être particulièrement dérangés. Donc ma question c'est, qu'en est-il du druidisme aujourd'hui? Ou est-ce que j'étais tombé dans une mascarade folklorique absurde? Mais voilà, je voudrais savoir, s'il vous plaît. Alors, je ne suis pas l'homme qui peut vous répondre à cette question. Je sais simplement que le druidisme donc, a été ressuscité, si je ne me trompe pas, au XVIIIe siècle, et qu'effectivement, il y a, comment dirais-je, un courant de pensée attaché à cette pensée-là. Et après tout, pourquoi pas honorer les dieux, ne rien faire de mal et exercer la bravoure, ma foi, c'est un beau, c'est une belle philosophie. Pratique-t-il les sacrifices humains? Et autre question, alors bon, je répondrai quand même pour répondre que un ami est allé à la Sainte-Baume et il a rencontré des gens, quelqu'un qui embrassait un arbre. Hein? Alors, est-ce que c'est lié au druidisme, etc. Mais bon, on est dans la forêt sacrée. Hein, on est dans la forêt sacrée et bon, donc après, bon voilà, après, je veux dire, pourquoi pas ressusciter le druidisme? Et je veux dire, on a bien ressuscité les Jeux Olympiques. Hein, pourquoi ne pas ressusciter le druidisme? Voilà, mais je n'en sais guère plus. Hein. Et alors oui, et grâce, en tout cas, à ces gens-là, parce que j'imagine bien que c'est derrière quand même cette volonté de ressusciter le druidisme, on a un site extraordinaire. Vous avez tous les sources dont j'ai parlé. Hein. C'est l'arbre celtique. Et vous allez chercher, il est question des classes sacerdotales, la classe sacerdotale, vous avez toutes les sources traduites en français. Donc et vous avez un site d'une qualité et qui, à mon avis, est fait par des gens qui sont en tout cas très intéressés par cette question-là. L'arbre celtique. L'arbre celtique. A-t-on, s'il vous plaît, une idée de la nature des divinités auxquels étaient sacrifiés ces humains, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'on a une idée de, comment dire, est-ce des hommes, des femmes plus particulièrement, des jeunes, des vieux? Est-ce qu'on a une petite idée du fait des tombes, des sépultures, telles celles de cette, comment dire, de ce Celte qui a pu être retrouvé? Merci. Alors, voilà. Pour être un druidologue, il faut être latiniste, helléniste, mais aussi connaître l'irlandais pour connaître toute la mythologie celtique. Il faut être ensuite archéologue, d'accord? Et ça aide d'être linguiste spécialisé en indo-européen, spécialité à laquelle vous devez aussi ajouter quand même un doctorat d'histoire des religions qui serait bienvenu. Hein. Donc, il existe peut-être des druides, mais des druidologues parfaits, j'ai l'impression qu'il n'en existe pas. Donc, là encore, hélas, je ne peux pas répondre à votre question. Seuls les archéologues qui connaissent ça peuvent répondre à cette question, mais là, je suis vraiment incapable. La seule chose que je peux vous dire, c'est que, alors, le grand dieu du panthéon celtique, vous le connaissez. Comment on appelle la ville de Lyon en gaulois? Lugdunum. Et Lugdunum, qu'est-ce que ça veut dire? Dunum, c'est la citadelle, la forteresse de Lug, qui est le grand dieu celtique. Donc, j'imagine que on lui faisait peut-être des sacrifices humains, mais après tout, enfin bon, après, j'en sais rien. Voilà,
Partoutatis, je n'en sais rien. Bonsoir. Désolé, hein, mais bon, je reconnais mes limites. Il y a des gens là-bas aussi. Oui, allez-y. Bonsoir. Il y a le personnage de Merlin l'Enchanteur, qui se rapproche beaucoup, qui est chrétien, enfin christianisé en tout cas dans les textes quand c'est raconté du Moyen-Âge. Et j'ai lu quelque part qu'il avait des origines druidesques. Alors pareil, c'est une question qui est vachement spécifique, mais est-ce que vous en savez plus ? Encore une forêt sacrée. Hein, Brocéliande, encore une forêt sacrée. Hein, donc là, oui, effectivement, probablement, c'est très probable que... oui, j'ai lu que... Alors, qu'est-ce que j'avais lu mais j'ai oublié ce que j'ai lu sur Arthur et la résistance à Arthur ou la résistance avec Arthur, enfin, était liée justement avec un retour à peut-être à ces formes de mythologie païenne vues du point de vue chrétien. Oui, probablement, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas, enfin, dans la matière de Bretagne, comme on l'appelle, hein, toute cette mythologie autour, si vous voulez, de Brocéliande, bah, on est quand même dans une zone, disons, de culture celtique, hein, avec des langues celtiques. Donc c'est très probable qu'il y ait un lien. Oui, s'il vous plaît. Oui, quelles explications peut-on trouver à l'hostilité des druides à l'écriture ? Alors, quelle explication peut-on trouver à l'hostilité des druides à l'écriture ? Moi, j'aurais envie de retourner la question, qui est croyez-vous qu'il soit naturel d'accepter l'écriture ? Je pense, alors d'abord, les Gaulois ont adopté le grec pour écrire. Hein. Vous avez à la Peine-sur-Yvonne une magnifique inscription on a découvert une magnifique inscription sur un plat où il est écrit, si je me souviens bien, Esque Galatos Agnieteios imi. Je suis à Esqueglatos, qui est un nom de personne, et il ne faut pas me voler. Donc c'est écrit en caractère gaulois, en caractère grec, hein, et on en a trouvé beaucoup, donc dans le sud de la France. Donc l'écriture, si vous voulez, alors a existé. Hein, je veux dire, des gens ont utilisé l'alphabet grec pour écrire du gaulois. Donc il n'y a pas de tabou, mais effectivement. Ils n'ont pas, enfin il n'y a pas eu, hein, il y a eu une interdiction, hein, c'est ce que nous disent les textes. Alors probablement pour garder le secret. C'est-à-dire, c'est l'hypothèse de Jean-Louis Bruno qui dit, si c'est écrit, cela peut tomber en de mauvaises mains. Si c'est pas écrit, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la mémoire, et donc seuls les initiés. Un initié peut trahir, certes, mais voilà, ça limite, si vous voulez, la circulation. Donc c'est l'hypothèse que fait Jean-Louis Bruno, qui me semble intelligente. Bonsoir. Alors, merci pour cette conférence tout à fait passionnante. J'ai appris beaucoup de choses. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste des Gaulois ou des druides, mais j'ai lu quand même un certain nombre de choses. Et donc, si je peux me permettre de venir un petit peu en rescousse avec quelques références bibliographiques. Oui, merci. Donc, sur les dieux gaulois, vous avez un ouvrage alors, qui date des années peut-être 70, 80, qui est peut-être un peu ancien. Il y a peut-être des choses plus récentes, mais vous avez un ouvrage de Simone Daytes, D-E-Y-T-S, qui était archéologue et conservatrice au musée de Dijon et qui a beaucoup étudié la sculpture gauloise et la sculpture des dieux gaulois. Donc l'ouvrage, je me figure des dieux de la Gaule, je crois que ça s'appelle. Vous l'avez à la bibliothèque du musée d'archéologie à la Vieille Charité. Je ne crois pas que vous l'ayez, vous, à l'Alcazar. Et sinon, vous avez pour la mythologie, la cosmogonie, je crois qu'on dit gauloise, vous avez alors un livre là dont je n'ai plus l'auteur en tête, mais qui s'appelle L'Arbre du Monde, justement. Ah, donc ça, je crois par contre que vous la joie, voilà, c'est ça. La joie, et ça, je crois par contre qu'il est à l'Alcazar. Donc voilà, si ça peut aider quelques personnes qui s'intéressent au sujet. Oui, mais je ne vous ai pas trahi.
Moi, je vous ai dit, je ne parlerai que des sources grecques et latines. Hein. Mais effectivement, c'est passionnant, allez-y. Enfin, c'est un domaine passionnant. Par exemple, voilà, mettre en rapport aussi, par exemple, la sociologie, c'est ce que fait Bruno, la sociologie et l'idée du druidisme. Mais effectivement, il faut lier avec toute la mythologie celtique. Simplement, attention, quand on parle de mythologie celtique, on parle de textes qui nous renseignent sur l'état des croyances au Moyen-Âge, vers l'an 1000, je ne sais pas, ou plus tard. Et entre l'an 1000 et, comment dirais-je, les druides, les derniers temps attestés autour de 200 dans le monde gaulois de la Gaule, il y a un écart. Donc il faut bien avoir en tête quand même que tout ça, c'est des reconstitutions, mais on est obligé de faire avec. Hein, voilà. Mais effectivement, si on veut connaître le contenu plus tangible de ce que pouvait être la religion des druides, c'est probablement vers ces textes-là qu'il faut se tourner. Les textes grecs et latins sont peu bavards sur ça. D'accord, la réincarnation, ok, bon, ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, oui, d'accord, mais encore, il n'y a pas grand-chose. On n'a pas, voilà, je vous ai donné la philosophie, bon. On reste un peu sur sa fin. Mais c'est les textes. Et je veux dire, une bonne étude sur les druides consiste justement à reconnaître, voilà, sur les druides, dire de fiable. L'archéologie, l'archéologie vous permettra de dire les sépultures, etc. Mais l'archéologie, elle ne parle pas. Hein. Enfin, elle ne parle que quand on la confronte au texte. Donc voilà, ce qui parle, ce sont les textes. Alors après, je veux dire, c'est passionnant. Je veux dire, et le chemin est long. Vous avez Roquepertuse, les fameux statues des dieux de Roquepertuse qu'on a au musée d'histoire de Marseille. C'est sublime. Et entre les deux têtes, il y avait probablement une représentation du gui. On découvre des choses extraordinaires. Oui, merci Laure de donner ces informations. Allez voir un peu ce qu'on dit sur les dieux gaulois, allez voir ce qu'on dit sur la mythologie celtique. C'est vraiment passionnant et il faut mettre ça en rapport. Mais ayez en tête que ce sont des domaines qui sont différents et il faut prendre avec considération. Hein, est-ce que ce que nous donne l'archéologie peut être utilisé tout de suite pour les druides? C'est difficile. Ah oui, il y a un côté pythagoricien. Ça a été comparé avec Pythagore. Il y a quelque chose de pythagoricien dans le druidisme fermé. Oui, on a l'impression. Oui. On a une question ici. Je passe le micro, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Les questions que je souhaiterais poser concernent est-ce que le druidisme est une religion monothéiste ou polythéiste? Parce que, d'après la mythologie celte, la communauté celte est une race des dieux, car elle vénère plusieurs dieux à la fois, et on a tenté de percer le mystère jusqu'ici, notamment gaulois, qui comprennent plus de 4000 divinités, par exemple. La deuxième question concerne l'origine du druidisme. S'il n'est pas méditerranéen, a-t-il une origine indo-européenne? Est-ce qu'il est lié aux monuments mégalithiques dolmens et menhirs qui remontent à 900 ans après notre ère, exactement? Y a-t-il des rapprochements entre le druidisme et l'hindouisme? La troisième question. Attendez. Là déjà, c'est beaucoup, là. Donc, je commence par la fin. Y a-t-il des relations entre le druidisme et l'hindouisme? Pour les Grecs, oui, puisque dans le texte, je vous ai parlé des gymnosophistes et des gymnosophistes et des druides. Les gymnosophistes étant les brahmanes, les peuples de l'hindouisme, les prêtres de l'hindouisme, pardon. Alors, donc la question si je résume un peu votre question, il y en a deux. La question du monothéisme.
il me paraît douteux que la religion gauloise ait été monothéiste. Dans l'Antiquité, seuls les Juifs ont développé une forme de monothéisme. Alors après, on parle d'énothéisme, c'est-à-dire un super Dieu et des dieux en dessous. Alors là, peut-être que Lug est un super Dieu et qu'en dessous, on a des petits dieux. Dans ce cas-là, ce serait une forme d'énothéisme. Mais l'énothéisme n'est pas le monothéisme. Le monothéisme, c'est l'affirmation qu'il n'y a qu'un seul Dieu et tous les autres sont des non-dieux ou des démons, éventuellement. D'accord, donc je ne pense pas que... enfin voilà, j'ai pas lu que le monothéisme, qu'on on ait parlé de monothéisme gaulois. Alors, la question intéressante que vous posez, c'est la question, effectivement, qui est délicate, de l'origine du druidisme, et notamment son origine indo-européenne. D'accord ? Et on a effectivement dans cette dichotomie, dans cette tripartition entre druide, chef et le peuple, plebs, comme nous dit César, eh bien, on a quelque chose qui fait penser aux études de Dumézil sur la tripartition indo-européenne entre les prêtres, les rois, guerriers, les prêtres, les guerriers et les prêtres, les guerriers et le peuple qui travaille. D'accord ? Donc, qui a donné, si on doit les castes, qui a donné aussi peut-être les trois ordres de l'Ancien Régime. Enfin bon. Donc, cela dit, d'abord, Dumézil, c'est une hypothèse qui peut être contestée par certains côtés, premièrement. Deuxièmement, comment dirais-je, c'est expliquer l'obscur par l'obscur. Puisque ne connaissant pas la religion indo-européenne, enfin sinon à travers ce qu'on peut en tirer, si vous voulez, de la comparaison des mots, ce qu'on voit, c'est que, pour les Grecs par exemple, on a l'impression que seul Zeus, c'est-à-dire le dieu de la lumière, le dieu de l'éther, le dieu du ciel, est un dieu véritablement indo-européen. Et on a l'impression que chez les Grecs, tous les autres dieux, ce sont des dieux qui ont été empruntés, etc. Mais est-ce que ça suffit pour... Je veux dire, c'est pas parce que, voilà, on n'a que Zeus, qui est le super dieu de l'éther. C'est difficile de tirer, vous voyez, d'une comparaison linguistique, des informations véritablement sur la structure de la religion indo-européenne, à supposer que on remonte dans finalement des peuples qui sont apparentés, qu'on imagine un peu à la façon des Scythes, donc les Scythes qui vivent du côté de la Crimée, dont parle Hérodote. Mais bon, voilà, on a un peu du mal à... Là, on est un peu dans les limites de la connaissance. C'est pour ça que je me méfie, vous voyez, d'une reconstitution. On peut ajouter un dernier point, qui est effectivement la question du chamanisme, puisque dans les sources, par exemple chez Hérodote, quand il parle des Scythes, on voit bien qu'il y a des choses qui font penser au chamanisme. Donc, et probablement qu'il y a des éléments de cet ordre qui ont dû se retrouver dans la religion druide, enfin la religion gauloise. Mais tout ça, vous voyez, ce sont des hypothèses plus que des affirmations. Oui, bonsoir. Bonsoir. Juste une question par rapport à l'étymologie que vous avez présentée en début de conférence. Oui. Est-ce à dire que le terme de derviche vient du même... Non, derviche vient de darwish, ça veut dire le pauvre. Le pauvre. Ok, merci. Non, mais effectivement, alors, ça ressemble au niveau... c'est les hasards, mais c'est joli, c'est les hasards de la... Comment dirais-je, du rencontre des langues. Parfois, on a le même mot dans deux langues différentes, mais sans aucun rapport.
Non, ça n'a aucun rapport, mais pourquoi pas. On arrive au terme de l'intervention. On va encore remercier notre intervenant. Merci à vous. Merci beaucoup.